C'est bizarre, là je suis passée devant une pharmacie avec des gels hydroalcooliques dans le 6e et comme par hasard, et il y a un truc très bizarre qui m'est arrivé. Le pharmacien en fait, moi j'ai voulu faire 2 mètres, il m'a dit mais qu'est-ce que vous faites? Et je dis mais qu'est-ce que je fais? Je fais les 2 mètres, je me mets à 2 mètres d'écart. Ils étaient en train d'emmener leur gel hydroalcoolique ailleurs. Et j'ai dit où ça ailleurs? Il a l'ampleur de son stock de gel. Eh ben, il m'a parlé de policier. Vous voulez le cibler du sol ou... Non, pas du tout. Non, c'est Macron. Nous, on est les locataires qui relons, il n'y a pas de masque, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Et après, il y a des syndicats, il y a les propriétaires, qui sont les gros banquiers. Hein? Si ça vous dérange pas. En bas à droite, c'est lui. Vous le reconnaissez pas, mais c'est Alexis. Mais il ressemble à Bossuet maintenant, mais c'est Alexis. Hein. Moi, je suis en haut à gauche. Ah bon, tu es en bas. Bon voilà, alors lui c'est Alexis, toi c'est Géraldine. Pierre Lavron, enfin moi, du coup il doit être en haut dessus. Non, Il est juste là. Est-ce qu'on peut dire où on est sans préciser l'adresse? Si on est Marseille, Paris. Moi, je suis à Paris. Je suis à Paris, moi. Région parisienne. Moi, c'est Émoutier en Limousin. Ouais, t'es dans la Émoutier. Moi, je suis en Normandie, je suis à Saint-Pierre-les-Albes. Mirage, il est planqué, il veut rien dire. Non, bah moi je vois pas tellement l'intérêt de se présenter et dire on habite, c'est encore un truc de... Ah, il a peur, il a peur. Ouais, non, c'est un truc de comme ça, de chef d'entreprise ou des RH, vous savez, qui fait des tours de table. Alors c'est vrai que dans certains groupes militants, ils continuent à le faire, bon, c'est le système des commissions, du doux, commission, bon, alors il y a la grosse commission et la petite commission. Moi généralement, je préfère être dans le couloir, parce que dans le couloir, il y a les gens qui sortent, qui rendent des commissions, voilà, c'est très très intéressant. C'est un abri, mais c'est un piège aussi, fais attention. Hein. Ouais. Ah, méfie-toi des couloirs. Hein. Il y a des bruits de couloir aussi, hein. Attention. Voilà. Catherine n'a rien dit là. Donc, C'est parce qu'elle essaye pas connecté encore. Non, elle essaye de mettre le live sur Facebook. Qui doivent aller, c'est sur le site NAO. Sur le groupe. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'on définisse un tour de parole. Ou bien on n'en définit pas. Si on en définit un, ça devient un cercle de parole hérité des Sioux des années 0 ou à la moitié du 1. Ce sont les Sioux qui ont inventé ça. Non, c'est pas les Sioux. C'est pas les Sioux. C'est vraiment, c'est pas les Sioux. Les Sioux, ils étaient pas dans la parole, ils se taisaient. C'est Thésée qui a inventé ça. C'est pas Thésée, c'est Thésée, la communauté d'Anzanel Basto. Avec la junte catholique dans les 68, avant que Weber aille au Chiefalu. C'est peut-être un peu obscur. ou bien on a d'autres. Non, mais je crois que c'est bête de définir des trucs, parce que pourquoi il faut définir des machins, quoi. C'est bien un truc encore pour enfermer la pensée. C'est se confiner, tu vois. Se confiner, c'est définir, voilà. Et là, ils veulent nous confiner et nous définir. Alors, voilà, c'est tout. On fait ce qu'on sent sur le moment et il n'y a rien à définir avant ni après. Enfin, mon avis. Non, c'est pas on, c'est moi. ah oui, c'est nous-mêmes peut-être qui créons cette connerie-là. Je m'appelle pas on, moi je m'appelle la Pierre. Bah, ça a mis que dans 3 minutes, ça va s'allumer. Là, on passe ou on passe pas? Normal, c'est la bande à coupables, ils veulent tout contrôler alors. Moi j'ai rien contre les bourgeois. Moi je veux juste avoir une vie sympa. Entre les villes et les campagnes. D'abord ceux qui ont découvert qu'ils adorent la campagne, vont rester à la campagne. Ceux qui remarquent qu'ils aiment la ville, ils restent. Peut-être qu'il y aura un autre virus qui va arriver, on aura le temps de voir où est-ce qu'on a pu vivre à la campagne, on a pu Ça, on peut bien déjà d'autres programmes. Mais maintenant, il faut maintenant s'adapter et voir, parce qu'il y a toujours des failles dans le système. Il faut s'engouffrer dans la faille du système et le dénoncer, etc. Bien sûr, si tout d'un coup on s'aperçoit qu'on est manipulé, qu'on vient un espèce de cauchemar genre 1984, qu'on va pas se laisser faire, j'espère. C'est même, attends, pour moi, c'est même qu'on serait devenu vraiment des lavettes, les Français. Ouais. Ça serait l'horreur. Ça serait un peuple complètement dégénéré, quoi, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Voilà. Ouais. Après, peut-être c'est comme on est peut-être comme à la fin de l'Empire romain, on ne sait pas, tu vois,
l'Empire romain, il a disparu, là. D'un coup, ils ont disparu. L'Empire Maya, ils ont disparu, tu vois. Là, je filme le point, en fait, de mes côtés. Bonjour à tous. Donc, ok, donc je suis le bâton de parole. Et donc, moi, je vais proposer à Paul de nous dire comment il vit son confinement et qu'est-ce qu'il voit comme futur dans ce système. Je suis obligée de... Bien, bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir Alexis. Alors la question c'est comment je suis mon confinement et ce que je vois après. Bon, moi je veux dire que je fais partie de ces gens modestes qui vivent en province, modestes par les revenus, donc j'ai pas de résidence secondaire, j'ai une maison principale, il se trouve qu'elle est en... voilà, elle est dans un des bleds les plus pauvres de France, qui s'appelle Elbeuf, sur la Seine. Donc, on a des maisons à pas très cher. Et puis, voilà. Bon, donc, non, peu importe comment ça se passe, ça va. L'essentiel, c'est d'être en bonne santé. Il faudrait que tout le monde le soit. J'espère que bon, cette affaire va se régler sur le plan sanitaire, bien évidemment. Voilà. Comment je vois l'après? Bon, moi, personnellement, je n'ai pas une boule de cristal, je suis pas un soleil. Je ne suis pas non plus un spécialiste futuride. Simplement, je ferais plutôt état d'un étonnement qui renverrait à ce qu'on pourrait appeler une forme de naïveté peut-être. Alors, je ne prétends pas être moins naïf que la moyenne, mais j'ai été surpris quand même par l'extraordinaire enthousiasme qu'a marqué le début de la crise du Covid, on va dire en France, en Europe, donc en Angleterre, en Italie, en Espagne essentiellement, un peu moins en Allemagne, comme vous le savez, dans les pays du nord de l'Europe, et la question surgissant tout d'un coup de la possibilité de la fin du capitalisme. J'étais assez surpris, je l'avoue, de voir un très grand nombre de personnes, d'experts, même dans des sphères souvent importantes. Je me rappelle avoir lu un article du Guardian, donc, qui est un grand journal britannique, journal de la gauche, pour simplifier, où il était dit, cette fois c'est la fin du capitalisme. Bon, alors, moi personnellement, pourquoi est-ce que je parle de naïveté? Pourquoi? Parce que, de mon point de vue, je ne suis pas tout à fait sûr que le capitalisme va mourir, qu'il ne va pas surmonter cette épreuve. Je ne suis absolument pas sûr du tout que le monde d'après sera particulièrement différent du monde d'avant, et je ne le dis pas en étant quelqu'un de pessimiste, de négatif, mais peut-être juste en conservant peut-être un point de vue réaliste, le fait que rien ne va réellement changer. Je ne vois pas demain, si vous voulez, la puissance publique devenir moins portée au contrôle, à l'autorité, telle qu'elle l'a été en France, par exemple, ces 2 dernières années, avec une violence inouïe, bien évidemment, avec Castaner notamment, d'une part. Je ne vois pas que les riches se mettent à donner pour les pauvres. Enfin bon, moi je vois plutôt fondamentalement un égoïsme de classe qui est traditionnel, qui n'est pas quelque chose de nouveau. Ça a toujours existé depuis que le monde est monde et ça continuera. Et je ne crois absolument pas du tout aux grandes déclarations, la main sur la cœur, qui nous viennent évidemment des puissants de ce monde, qui redécouvrent, on pourrait dire, la possibilité de la charité. Je ne crois pas non plus dans le pouvoir de bienfaisance des gens, par exemple, qui occupent souvent les écrans, le show business, les intellectuels, on va dire, de plateaux de télévision, radio, propagandistes, genre France Inter, par exemple. Bon, je ne crois pas du tout que ces gens aient une quelconque influence, d'une certaine manière, contrairement à ce qu'ils croient, parce que je ne crois pas du tout qu'ils changeront leur comportement. Vous savez, il y a eu des crises avant celle-ci, une crise très récente. Si on prend l'exemple de la crise des migrants, par exemple, depuis 2015, je ne pense pas que la plupart des gens qui se sont offusqués du traitement qu'on infligeait aux migrants qui venaient de Syrie, d'Afrique, pour intégrer l'Union européenne, je n'ai pas vu que ces gens aient donné leur maison pour abriter les malheureux qui sont dans les temps quechua, par exemple. Vous voyez, donc en fait, tout ça ce sont des belles déclarations, la main sur le cœur. Le plus pathétique, le plus lamentable peut-être étant ces grands concerts mondiaux, style Bandette de Guédov par exemple, organisés par Lady Gaga. Vous avez vu il y a quelques temps de ça, en disant c'est formidable, on a levé 30 millions de dollars pour les soignants, et vous voyez tous ces grands
chanteurs, ces grandes stars du show business. Donc vous la poussez depuis leur petit appartement, Mick Jagger dans son petit château d'Indre-et-Loire, hein, bien évidemment, Elton John en train de brailler dans son jardin, donc dans un quartier où donc le mètre carré est à peu près à 16 000 livres, si vous voulez, comme si finalement on était rentré dans l'empire de la bonté, vous voyez, de la bonté généralisée. Alors même que ça ne sert à rien, vous voyez, ces gens se retrouveront à Gstaad, ils se retrouveront à Saint-Barth. Bien évidemment, les capitalistes continueront à engranger des dividendes d'une manière ou d'une autre, même si, finalement, autrement, bon, tout ça est assez drôle, tout ça est assez comique. Juste un mot, mon sentiment, c'est qu'en fait, les seules possibilités de construire un monde d'après sont des possibilités qu'on va dire, je vais les dire, systémiques, c'est-à-dire structurelles, et non pas conjoncturelles, si vous voulez. Et le structurel, qu'est-ce que ça veut dire? La société va changer radicalement. Et excusez-moi, mais je ne crois pas que dans un monde de possédants, dans un monde de petits bourgeois, essentiellement propriétaires, qui est celui où nous vivons en Europe occidentale, où finalement, on pourrait dire le terminus un poème du destin, c'est d'avoir sa maison, d'avoir ses vacances, d'avoir ses voyages, d'avoir son petit destin, comme ça, confortable, dont on veut croire qu'il est exceptionnel. Je ne crois pas que tout ça, ça va changer et que ça se traduira par une révolution de la bonté. Je dirais même, je suis assez triste, oui, je vais vous dire, parce que moi, il y a un Emmaüs à côté de chez moi, il y a un centre Emmaüs, il est exactement à 400 mètres. Ouais. Et qu'est-ce que je constate? Que Emmaüs a des difficultés, actuellement. Et si Emmaüs a des difficultés, je me dis que franchement, la révolution de la bonté, bah, elle n'a pas vraiment encore commencé. La révolution de la générosité. Voilà, voilà ce que moi je dirais simplement, si vous voulez. Voilà. Mais je peux me tromper. Hein. J'espère que je vais me tromper, que tout le monde va devenir beau, tout le monde va devenir gentil, tout le monde va devenir généreux, que bien évidemment, l'argent, le ruissellement de l'argent du capital va profiter aux hôpitaux, aux soignants, aux enseignants, aux pompiers, aux livreurs, à tout, exactement, cette armée des invisibles, là, qu'on met en gloire aujourd'hui, avant de les oublier après-demain. Hein. Rassurez-vous, on va très vite les oublier. Voilà. Alors, effectivement, alors, non, juste une seconde, Pierre. Oui, Paul, tu... Mais bon, je vais parler, moi, ça va. Non, mais c'est juste une chose en plus sur Lady Gaga et Madonna qui se sont joints à Bill Gates pour faire passer, si tu veux, l'idée du bonheur de se faire tous vacciner pour être en bonne santé, etc. Donc il y a aussi un côté manipulatoire, pas seulement faussement bienveillant. Oui, bon, mais bon, chacun d'entre vous a son point de vue. Moi, je suis pas contre du tout la bienveillance. Au contraire, je suis absolument partisan d'une bienveillance, sous condition qu'elle échappe à un statut de conjoncture. C'est-à-dire qu'elle ne soit pas tout simplement liée à une situation qui produit beaucoup d'émotions. Voilà, donc un engagement, on va dire, circonstanciel, à condition que ce ne soit pas ça, mais que ce soit quelque chose de durable. Donc au début, j'ai eu une certaine sidération. Voilà, j'étais quand même très, très assommé. Et je suis assez vite rentré dans l'idée que ce confinement ne finirait jamais. Voilà, ça devenait une obsession. Donc j'ai commencé à téléphoner à des proches qui m'ont dit non, que c'était un délire, que les choses s'arrêtaient, que les maladies pouvaient s'arrêter toutes seules, et même en Chine, ils avaient arrêté le confinement. Alors après, je me suis dit qu'il fallait absolument que je garde le cap, et que si je pouvais apprécier que les gens applaudissent dans la rue à 20h, bon, j'ai quand même des réserves, mais ça me rassurait parce que quelque part, je voyais qu'il y avait une réaction de la société civile. C'est-à-dire que c'était des gens qui spontanément se mettaient à la fenêtre pour applaudir, et c'était pas dans le cadre d'un truc d'organiser, comme par exemple des cercles de parole ou des machins comme ça, où on essaye d'organiser les gens. Non, c'était vraiment les gens, entre guillemets, qui faisaient ça spontanément, et j'ai même mis sur la porte de l'immeuble, voilà, merci d'applaudir. Ouais, mais c'est bizarre comme ça dans tous les pays quand même. C'est bizarre. Oui, d'accord. Les pays, annoncé par les non, j'ai pas fini. J'ai pas fini. Pour moi, c'est un unique, hein. Pour moi, c'est un laissez Pierre finir, s'il vous plaît. Pierre, non, mais j'en ai pour 5 minutes. Voilà. Alors après, je me suis dit aussi, bon, c'est pas parce que, effectivement, dans tous les pays du monde, on applaudit, que moi, je dois nécessairement me caler sur cette optique d'applaudissement.
Donc à 20h, j'ai commencé à tourner des films dans la rue, au moment où les gens applaudissent, à partir d'un scénario que j'ai écrit qui s'appelle L'État de notre urgence, que je lis à haute voix. Et effectivement, c'est une expérience intéressante parce que je suis dans le groupe, avec tout le monde qui applaudit, mais je fais autre chose. Et ça, je pense que d'un point de vue philosophique, c'est très intéressant d'être dans une collectivité, mais que l'individu ne se noie pas dans la collectivité et finit par faire ce qu'il doit faire. Ce que n'ont jamais naturellement accepté les bolcheviks et tous ces gens-là qui voulaient faire la révolution, nous encadrer. Et donc j'ajouterais que maintenant j'ai ce sentiment de plus en plus heureux. J'ai l'impression que la société civile est en train de prendre la main. C'est la société civile qui fabrique des masques, comme elle peut. C'est la société civile qui s'occupe des gens âgés. Et j'ai l'impression que le pouvoir en place, en fait, c'est ça qui est assez jubilatoire. Comme à une époque lointaine, en URSS, en fait, ils sont en train de répondre aux procureurs. Ils sont en train de répondre à leur future mise en examen, vu le nombre de plaintes qui partent. Plaintes de la bourgeoisie, j'ajouterais, pas plaintes du peuple, mais plaintes de la bourgeoisie qui partent contre Macron, contre le ministre de la Santé, etc. C'est comme si, en fait, comme dans une histoire du passé, le comité central était en train de s'accuser mutuellement de crimes, était en train de se dire, d'avouer devant la population qu'ils ont saboté. Mais ce qui est passionnant, c'est que l'émanation de la justice bourgeoise, c'est la bourgeoisie elle-même qui l'a faite. C'est ça qui est passionnant. C'est-à-dire, ce sont des gens majoritaires qui ont l'argent pour créer un système de procureurs. Maintenant, les bourgeois écrivent contre les bourgeois, et ils vont tous se dénoncer entre eux. Et ça, c'est assez intéressant. C'est pour ça que je pense que les interventions de Macron et de toute la clique à la télé, en fait, ils ne s'adressent pas à nous. Ils s'adressent à leurs futurs procureurs en leur disant, comme Mme Buzyn pourra dire, ah ben moi, le 20 février, j'ai dit qu'il y aura un problème avec le connard de virus. Je l'ai dit, donc ne me mettez pas en examen. Et Édouard Philippe, maintenant, a dit il y a 15 jours, il faut des masques. Donc ne me mettez pas en examen. Voilà. Et ça, je trouve ça particulièrement jubilatoire de voir qu'un système, comme les virus, se gangrène de lui-même, sans raison, et perd la main. Voilà. Merci. J'ai fini. Oui, c'est intéressant. C'est quelque chose qu'on entend, à savoir que le gouvernement n'agit pas pour la population, mais pour se couvrir juridiquement, dans l'attente effectivement de procès futurs qui seront sans doute inévitables, à l'exception du chef de l'État, donc, qui est évidemment irresponsable, c'est le principe de la Ve République. Par contre, les ministres ne le sont pas. Voilà, bon donc... Ah non, mais c'est pour ça qu'ils font très attention, les ministres, ils ont très peur. D'ailleurs, Édouard Philippe et Olivier Véran, j'ai vu qu'ils étaient complètement tétanisés, ils étaient très mal à l'aise, en tout cas, la dernière fois. Voilà. Encore faudra-t-il que les plaintes soient considérées comme recevables. Ce n'est pas forcément le cas, ce sera peut-être pas Mais forcément. vous savez, ils peuvent aussi être accusés comme de crimes contre l'humanité aussi. Oui, bon, il faut voir aussi que... Scandale qui sort et tout, là... C'est sûr qu'il y a une gestion de crise sanitaire ici épouvantable, inimaginable, même dans un pays bardé d'agences de santé, des agences nationales, d'agences régionales. Bien évidemment, donc la gestion pose problème, mais attendez, il faut quand même donner crédit Elle a les masques, elle a tout. l'idée que les représentants actuels du pouvoir, en France, élus démocratiquement d'ailleurs, ne sont pas les seuls responsables. Tout ça, ça a commencé il y a bien longtemps, la privatisation élargie du secteur hospitalier, la baisse des dotations budgétaires pour la recherche médicale, etc. Bon, même l'évolution de l'hôpital public depuis l'intérieur, vous savez très bien qu'on a demandé toujours plus de rentabilité. Quand on imagine que dans certains hôpitaux, on a remplacé donc certains secteurs peu rentables par des secteurs de chirurgie esthétique, par exemple, qui l'étaient beaucoup plus. Bon, tout ça est assez inquiétant. Bon, je crois que le diagnostic qu'on porte actuellement sur l'impréparation, sur les problèmes de la mondialisation de l'industrie du médicament, par exemple avec les ruptures d'approvisionnement, donc la question de la mauvaise gestion donc des produits de première nécessité sanitaire, à commencer par le gel hydroalcoolique, à continuer par les masques, etc. Je crois que, franchement, le diagnostic a été bien fait. Moi, je voudrais modérer un petit peu la tension qu'on pourrait avoir contre l'actuel gouvernement et son président, tout simplement en disant qu'ils sont les héritiers ici d'une situation qu'ils n'ont pas créée. Ils ne l'ont pas créée. Bon, ça c'est une donnée, je crois, qu'on a compte. C'est-à-dire que s'il y a un principe de justice qui s'exerce, il faut qu'il s'exerce avec la plus grande équité, justement. Et donc, de fait, ces problèmes ont commencé depuis longtemps. On ne peut pas, si vous voulez, condamner Macron sans condamner Hollande, sans condamner Sarkozy,
Ah, et même sans doute le dernier Chirac. Bon, Ah oui, Chirac, bien. Par exemple, vous voyez, bon, voilà. Alors la question c'est aussi, est-ce que face à cette crise, on doit être absolument dans une position de règlement de compte, ou au contraire une position de construction, trouver des solutions avant de se dire, bon, on va en quelque sorte régler nos comptes. Il faut faire assez attention, je trouve qu'une grande partie des antisystèmes notamment, sans oublier qu'avant de régler des comptes, il va falloir qu'on règle le compte du coronavirus d'une manière ou d'une autre. Vous voyez, et ça c'est le plus important, parce que le plus important, pour moi, c'est pas d'abord le statut futur de déjà, médecin, bon, qui a été en dessous de zéro, c'est clair, de M. Édouard Philippe, etc., le Premier ministre, M. Véran, pas ça. Pour moi, le plus important, c'est de régler cette question sanitaire, c'est de prendre en charge les malades, de leur assurer le maximum de soins, de soutien. Donc, le reste, pour moi, est accessoire. J'ai presque envie de dire pour l'instant que finalement, quelques ministres ultérieurement puissent faire les frais de ce chaos sanitaire. Bon, ça me paraît, on pourrait dire, une conséquence assez faible, assez médiocre d'une certaine manière, d'une situation qui, elle, est à prendre très, très, très au sérieux. Voilà, c'est-à-dire que moi, vous voyez, également, l'antisystématisme, j'aime bien l'antisystémisme, pas comment dire. Bon, j'aime bien la désobéissance civile d'une certaine façon, c'est vrai, mais j'aime bien aussi qu'en tant que citoyen, en tant que représentant de cette société civile dont Pierre parlait tout à l'heure très très justement, comme acteur décisif, eh bien, on soit aussi sur le pont pour régler ce qui est d'abord pour moi le principal problème, c'est la question sanitaire. La question politique, au fond, on verra après. Oui, alors attention parce que la question sanitaire, elle est instrumentalisée. la question politique. On est d'accord, évidemment qu'elle ne l'a jamais été autant, mais j'ai presque envie de dire, peu importe, quelqu'un qui en demande de soins, si vous voulez, c'est du soin qu'il veut. Il n'a que faire on pourrait dire, des contestations, il n'a que faire des critiques politiques ou autres. Ah oui, ça c'est vrai, c'est vrai. Bon, il faut toujours partir de là. Quand on met en place on pourrait dire une stratégie du soin, claire, dans la perspective vraiment d'une éthique de la sollicitude, comme on dit, c'est-à-dire faire le bien. Bon, voilà, rien de judéo-chrétien dans tout ça. Aider son prochain comme soi-même, un jour, on aura sans doute à être aidé. Quand on met en place, si vous voulez, cette stratégie du soin, eh bien, il faut aller, évidemment, aux priorités. Et les priorités, c'est en quelque sorte d'alléger les souffrances. Hein, c'est de régler le problème sanitaire en priorité. Et au fond, les politiques, les responsables peuvent attendre, de mon point de vue. Oui, ça c'est sûr que c'est pas juste de la politique politicienne, il y a le sanitaire en tant que tel, c'est-à-dire effectivement l'humain. Vous savez, quand quelqu'un a faim, on se fiche pas mal de savoir si c'est Kouchner, Bernard Kouchner qui arrive, avec son petit sac de riz comme ça sur les épaules et les caméras autour en disant regardez-moi comme je suis un bienfaiteur de l'humanité, on s'en contrefiche de ça. Ce qui est important, et notamment la personne qui a faim, elle va te dire, c'est le riz qu'il y a dans le sac, que je vais pouvoir manger, que mes enfants vont pouvoir manger, etc. Le reste, on verra plus tard, on discutera plus tard. C'est-à-dire qu'en fait, non, c'est quand même un problème que le sanitaire, la santé des gens, soit dans la main de gens quand même mal intentionnés. Ça, c'est un problème. Parce que si c'est juste le soin, bien sûr, si c'est un bon médecin, on a confiance, que c'est un pouvoir juste, parce qu'il faut ça aussi. Là, on est en bonne main et on peut se reposer, être protégé par une instance supérieure. Mais si c'est à la fois un pouvoir injuste, indécis, qui n'apporte pas de bonnes réponses, qui ne consulte pas les bonnes personnes, ça peut avoir des conséquences sur la distance, sur d'autres virus qu'ils annoncent déjà des nouveaux stades de ce même virus, mais également d'autres virus. Donc ils semblent savoir qu'il y a d'autres virus qui vont venir. Comment le savent-ils Comment ils savent? Bien sûr, et tu as raison, mais je dirais, je maintiens la principale, faire la révolution aujourd'hui, concrètement, c'est faire une révolution du soin. Voilà, c'est ce que je dis. Tu vois, et je pense que la révolution du soin actuelle, c'est ça la vraie politique. C'est la politique. Tu vois. Et le reste, c'est même pas de la politique, au sens même étymologique, tu vois, le gouvernement de la cité, puisque tu as affaire à des gens qui sont des ingouvernants, tu vois, et non pas des gouvernants. Bon, ils n'ont rien vu venir, ils ont traité cette question
sur Bolsonaro, sur Poutine, qui disent mais bon, finalement ce virus c'était rien, on ironise sur eux, mais dans les faits, il faut reconnaître que la réaction française au plus haut niveau, et même au niveau d'ailleurs de la plupart des Français, a été la même, c'est de dire mais bon, c'est une maladie donc de pays du Sud, c'est une maladie de pauvres, c'est une maladie de gens sales, ça ne peut pas nous concerner. Bon, on paye ici d'une certaine façon ces sortes de préjugés raciaux, hein, donc post-coloniaux, qui ne sont pas forcément d'ailleurs inconscients, hein, on pourrait dire, bon, ils sont très très présents en nous-mêmes. Donc voilà, j'insiste bien sur ce point. Les révolutionnaires du moment, ce sont les gens qui soignent. Et voilà les révolutionnaires. On est trop nombreux. Ouais, alors sur ce plan-là, moi je pense quand même qu'on assiste à une révolution pour des choses très précises. Par exemple, l'ordre des médecins a disparu des écrans radars. Il est prévu effectivement que si des médecins de quartier n'obéissent pas à leur ministre et produisent le remède du mec de Marseille, l'ordre des médecins aurait dû les convoquer. Donc il n'y a plus d'ordre des médecins. J'ajoute que l'arrêt du festival de Cannes, c'est une révolution extrêmement intéressante. La disparition du festival de Cannes et de tous les festivals, avec leur marché du film, leur marché du théâtre, si tous ces festivals couplés au marché, à France Culture et à Télérama, disparaissent, c'est une révolution. Je peux continuer comme ça. Le confinement de l'armée française sur le porte-avions, 1000 hommes hors combat, entre guillemets, c'est une révolution. Le fait qu'en Syrie, il n'y a plus de bombardement, et je crois savoir pourquoi il n'y a plus de bombardement, parce que l'armée syrienne ne veut pas avancer vers la Turquie, parce qu'entre la Turquie, il y a des camps de réfugiés et des gens qui sont malades. Donc, c'est une révolution. On vit une révolution, et ce qui est passionnant, c'est une révolution qui ne se fera pas par le pouvoir, avec une avant-garde bidon qui nous a emmerdés pendant des années, de 1917 à 1968, il n'y aura plus de comité central, il n'y aura plus d'avant-garde, il n'y aura plus de gens pour nous encadrer, c'est vraiment le vivant qui se révolte. Un dernier exemple. Ce n'est jamais arrivé dans l'histoire de l'humanité, je crois, même chez les Romains, que des gardiens de prison portent plainte contre un ministre de tutelle. Ce n'est jamais arrivé. Bien. Merci pour le point de vue. Bien, chers amis, je ne m'ennuie pas, mais moi je vais devoir vous quitter, donc je vous prie de bien vouloir m'en excuser. Je vais vous laisser disserter. Je retrouverai. Vous voulez parler du soin Oui. Non, moi je. Oui, vas-y, je t'écoute, mais je vais devoir vous quitter dans quelques minutes et je réécouterai après avec intérêt tout ce que vous avez dit. Dans la révolution. Oui, sur le soin, il y a un changement, parce que en fait, les consultations sont faites par Internet maintenant, et les médecins ne prennent plus, ne scrutent même plus les gens, quoi. Donc, non, mais ça, c'est. Attention. Fais attention, Catherine, à ce que tu dis. C'est vrai parfois, c'est pas vrai toujours. Bon. Hein, j'ai même des exemples personnels que je ne vais pas livrer, mais bon, il faut faire attention à ça. J'ai aussi 2 sœurs qui sont infirmières, donc je peux te dire que ces gens-là vont au charbon, hein, réellement, et ma foi. Ma sœur est infirmière. Merci à eux. Oui. Ma sœur est infirmière et justement, elle lutte pour les médecines naturelles. Et donc, moi-même, je suis sensible à ça. Ça s'appelle des remèdes aussi à une maladie, une médecine naturelle. Et ouais, mais je sais pas si ça on va marche. souvent les censurer, en fait. Il y a un problème de censure de ces moyens de soins et aussi le soin par l'écoute et par la bonté. Et, bon, moi, je ne suis pas spécialiste. Et le fait de pouvoir marcher dans la question nature. médicale, donc je n'ai pas d'avis sur cette question. Ouais. Bien, je vous salue tous, je vous remercie. Bonne Merci soirée. Paul. Au revoir Merci, pour Paul. l'initiative, merci. Alex, À bientôt. au revoir. Merci. Au revoir Paul. Au revoir. Au revoir. Alors, c'est pas de quoi faire venir. Là. Ben ouais. On va attendre et voir. Peut-être, oui, effectivement, peut-être on est déjà dans une sorte de révolution complètement folle qu'on n'a même pas idée. Et qui vont nous annoncer peu de choses au fur et à mesure. Ouais. Tu vois? Ouais. Ouais, moi j'avais ce sentiment aussi qu'on est déjà rentré dans un truc, mais comme tu l'expliquais, c'est exactement ça. Et en fait, on dirait que c'est un truc un peu religieux, si tu veux, où ils veulent installer un culte de la technologie, tu vois. Ouais. Un culte de la... Bizarre. Ouais. C'est super bizarre. On dirait même qu'on est dans un tunnel. Comme, Ouais. il y a une CERN qui faisait ça en Suisse. Les CERN, Ouais. ils ont fait des trucs où ils ont explosé déjà il y a
alors qu'il y a une petite fuite, il y a une explosion et tout ça, ben, c'était l'horreur, ils sont morts. Hein, tu vois. Ils veulent trouver le champ quantique pour passer dans une autre dimension, quoi, tu vois. Et c'est à Lausanne, hein, tout ça. Tu vois. Pour ça, et donc, je sais pas, genre, je pense aussi, j'ai vu une émission très intéressante sur Arte, je pense aussi que c'est une société de repos, quoi, tu vois, voilà. Il y aura beaucoup Oui, c'est vrai. Et c'était peut-être avec des robots, l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, tout ça, quoi. C'est ce qu'on voit en Chine, déjà, à un moment, quand je regarde les reportages en Chine, je me dis que tout ça, ça va arriver, hein, donc ça fait très peur, quoi, tu vois. Oui, parce qu'ils sont en avance de 2 ans toujours, donc... Donc, tu vois, les robots, il y avait tout un truc de... T'as pas de tard, ça. Ça passe à 1h du matin, et tout comme ça, quoi. Et comme on a eu plein de renseignements pendant la journée, on est fatigué le soir. Parce que, je sais pas, on a eu plein de renseignements dans la journée et tout ça, que le soir, on est tous épuisés, quoi. Je sais pas, c'est bizarre, mais c'était fatigué comme ça. J'étais jamais fatigué. Ouais, c'est une période où les gens sont plus fatigués, moi-même, parce que c'est le fait d'être confiné aussi, qui fait qu'on n'a plus d'horaire, de rythme dans la journée. Ah oui, et je te dis, mais on vit un truc comme si on était dans le pire des régimes totalitaires, quoi. Ouais, c'est clair. Et le soir, j'ai vu des drones en plus au-dessus de moi. J'ai dit que des drones, mais Ouais, il y a ça. je ne savais pas. En tout cas, c'était des machines. Et elles étaient dans l'air, et je savais pas. Et après, j'ai rigolé. Et je baladais avec une copine, et j'ai dit, peut-être là, c'est des extraterrestres en plus. On ne sait pas, c'était possible, tu vois. Je ne sais pas, je rigole. Mais tout est possible, quoi. Purée va m'étonner. Hein. Purée m'étonne. Donc là, c'est pour ça que je suis fatigué, parce que l'esprit, tout le temps, on revient au monde d'avant, tu vois, qui était pour nous le monde de référence, le monde normal. Le monde d'après, c'est pas être dans les ordinateurs et de communiquer comme ça, et de pouvoir se voir et des choses comme ça. On peut pas. Tu vois, il y a des gens qui vont devenir fous là-dedans, tu vois. Ouais. Mais alors, par exemple, Pierre, toi, est-ce que tu regrettes le monde d'avant? Parce que toi, tu reviens carrément à 1917. Non, je ne sais pas ce qu'on entend par le monde d'avant. Après, il faut quand même réfléchir à une chose. Bon, on peut parler du monde d'avant, la date du confinement, je ne me souviens pas exactement du jour. Mais est-ce que c'était vraiment un monde idéal? Voilà, est-ce que d'un seul coup, ce qu'on vit maintenant, est-ce que c'est... Bon, évidemment, ça ne me plaît pas d'être enfermé, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire. C'est un nouveau monde idéal, peut-être aussi, j'ai pensé à ça. Tout à fait. Bon, mais je veux dire, ce qu'il y avait avant n'était pas non plus l'idéal. Voilà, les gens pouvaient se disputer en couple, il y avait des gens qui n'avaient pas de logement, c'était pas le paradis non plus. Et je pense que quand on se raccroche à l'idée d'un monde d'avant qui était meilleur, c'est peut-être aussi un moyen, bon, enfin chacun réagit comme il peut au niveau de s'afficher, bien sûr, c'est pas critique, c'est peut-être aussi un moyen de ne pas se projeter dans l'avenir, voilà, de penser au monde d'avant. Moi, je pense qu'il n'y a pas vraiment de monde d'avant. Il y a eu un choc de notre enfermement, ça c'est sûr. Et encore une fois, ce qu'il y avait avant, il y avait des gens qui n'avaient pas d'argent, qui avaient des difficultés à vivre, qui avaient des programmes mentaux, enfin des choses difficiles en eux. Voilà, et c'était pas le paradis ce qu'il y avait avant. Voilà, il n'y a pas de paradis. Et je me demande même si l'histoire d'avant et après est intéressante. Voilà, je me demande maintenant si c'est pas le mouvement qui est intéressant. Et ce qui était avant et après, c'est quelque chose qui est figé dans un espace-temps. Je ne suis pas persuadé que ce soit très intéressant, en fait. Oui, c'est vrai, parce que maintenant, tu as sauté l'espace-temps. Mais c'est une continuité de l'autre truc aussi. C'est une continuité, puisqu'on avait déjà entamé tous ces trucs d'ordinateur et tout ça. Et c'est pour ça qu'on a crié, on est dans Black Mirror. Mais c'est nous aussi qui avons créé tout ça. Ouais, c'est clair. On y contribue, de toute façon, on y contribue en utilisant les... Voilà. Non, mais tout ce qu'on voudrait, c'est en fait avoir la technologie, mais revenir au monde d'avant où de se voir sans masque et avoir des rapports normaux, quoi. Et pas avoir peur de mais ça, c'est hyper important. Mais est-ce que c'est intéressant cette idée de masque? Ouais. Oui, excuse-moi, c'est intéressant cette idée de ne pas avoir de masque. Mais est-ce que tu es sûr qu'avant on n'avait pas des masques quand même? Il y a les masques de l'aide à la dépendance sociale, il y a le masque de l'argent. Voilà. Est-ce que tu es sûr? Oui, voilà. C'est vrai, tout à fait juste. Ouais, mais maintenant ils ont mis le masque de la distanciation sociale, comme ils disent. Il y a un mot. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, distanciation sociale, ça veut dire que comme les gens vont être tous distancés à 2 mètres et tout,
que même pour des gens nouveaux, tu pourras avoir que les gens de ton premier cercle, tu ne pourras pas avoir des gens différents. Moi, ce que j'aime dans la vie, c'est Est-ce que c'était pas déjà le cas? Est-ce que c'était pas déjà le cas? Est-ce qu'on a essayé de voir des gens en dehors de notre cercle? Moi, c'est des questions que je me pose. Hein. J'ai pas la réponse. Moi, oui, hein. Moi, oui, Pierre. Hein. Oui, tout à fait, oui. Oui, oui, non, mais je me pose la question, toi, oui. Je sais. Je ne voyais pas un cercle particulier de gens. Je voyais plein de cercles particuliers de gens et c'est ça qui m'amusait dans la vie. Je voyais plein de gens. Je voyais des musiciens rock, je voyais le Clodo du coin, je voyais tout le monde. Je parlais avec tout le monde. Moi, pareil, ouais. C'est pour ça que j'aime pas du tout cette idée. Ouais, je pas envie d'arriver dans la vie. Voilà. Si ça devait durer toute la vie, c'est pas possible. Pour moi. Pour moi, c'est pas possible. Que les gens resteront un peu les mêmes. En plus, avec ces machines, tu peux plus mentir. Donc, tu vois tout dans les machines. Tu vois qui ment et tout. C'est pour ça qu'on voit que les politiciens ils mentent. Parce qu'il y a l'effet de la loupe de la télé. L'effet loupe de la télé. Tu sais que si tu veux, quand ils mentent, ça se voit comme un Pinocchio, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ils ont tous les réseaux. De plus en plus, ils sont débusqués, ces connards. Ils sont débusqués, ces connards. Ça se voit. Ça se voit. Ben ouais. Ils sont partis très égoïstes, en sprayant le virus partout, dans les campagnes et tout, je l'ai vu, ça de mes yeux, quoi, j'ai halluciné, moi, même sur des amis à moi. Pendant qu'à se l'exprimer, en fait, là où on est, on ne saute pas dans les trains et on ne va pas se sprayer le virus, c'est tout ça, les sprayer le virus, à droite à gauche dans les campagnes, et maintenant les campagnes, peut-être les Parisiens, tu vois, Ouais, c'est vrai. C'est ça, ouais. Mais tu sais, ça, c'est encore une manière d'opposer, effectivement, les gens. Parce que maintenant, je suis copain avec ces gens aussi, j'ai fait la paix et tout, mais Il y a une attitude du pouvoir quand même. Qu'est-ce que tu penses de ça, Pierre? Je pense qu'en fait, moi je reste optimiste parce que ça sert pas tellement, c'est pas tellement utile de ficher tout le monde. Il faut des gens pour traiter l'information. Si tu as un fichier de 2 millions d'opposants, t'en fais quoi de ce fichier? Voilà, donc même les gens des renseignements généraux le reconnaissent que face au terrorisme, ça sert à rien d'avoir des algorithmes et de ficher les gens, il faut aller dans les bistrons, il faut entre guillemets les comédistes sur le terrain. Donc je pense que la constitution de fichiers, ça ne sert pas à grand chose pour le pouvoir, parce que c'est un flot d'informations qui arrive sans cesse, un peu comme Facebook, et s'il n'y a pas des gens humains pour le traiter, eh ben, ça ne sert pas à grand chose. Et là justement, le traçage du stop coronavirus, je ne sais pas quoi là, qu'ils veulent faire, je ne vois pas trop comment ça va marcher. Déjà, il y a la moitié de la population qui n'a pas de téléphone du tout. Après, il y a un bon parce qu'ici on est à Paris chez les bonbons, entre guillemets, enfin je dis pas ça pour me flageller, hein. Mais des gens qui n'ont pas de téléphone, et des gens qui n'ont pas de smartphone du tout. Les gens ne vont pas se mettre d'un seul coup à acheter des Samsung ou du téléphone pour avoir une application sur le connard de virus, tu vois. Ça, c'est comme des directives d'un comité central, mais qui n'envahissent sur rien, quoi. Qui n'envahissent sur rien, à mon avis. Alors attends, Pierre, le truc c'est qu'en fait, par contre, ils ont pensé à ça, aux gens qui n'ont pas le téléphone. Ouais. Et donc, ils ont pensé à un bracelet électronique de surveillance. Et donc, comme pour les ils vont faire quoi? J'ai pas compris. Ils vont placer un bracelet comme quoi tu es bien vacciné, etc. Et que tu as ton carnet de santé qui est viable. Oui, mais ça, même, ça se heurte au vivant de ce virus, parce que, bon, ok, on peut être déclaré négatif, t'as pas le virus, puis une heure après, tu l'as. Donc, il faudrait tout le temps changer le bracelet. Je vois pas qui va gérer, il faudrait qu'ils engagent une armée de gens, de bénévoles, enfin, qui va gérer ça concrètement. On est dans des phénomènes de masse, quoi. On est dans quelque chose qui est devenu incontrôlable. Alors, ce virus, évidemment, que vous n'êtes pas Verlaine, je m'en donne pas, c'est très triste. Il y a des gens qui meurent, c'est pas du tout un propos cynique de ma part. Mais justement, du fait qu'il soit incontrôlable, on ne peut pas adapter les techniques habituelles. Comment fermer le virus, comment lui mettre un bracelet de sécurité, comment lui faire peur. Il y a une similitude avec les gilets jaunes. Et encore une fois, je ne me moque pas des gens malades. Hein. Je présente mes excuses si des gens... Ce n'est pas du tout ça que je veux dire. Hein. Mais il y a une similitude. Il y a une similitude. On ne sait pas où il y a le virus, on ne sait pas ce qu'il fait. C'est comme ce mouvement des gilets jaunes. On ne sait pas. Il apparaît, il disparaît, il réapparaît. On ne sait pas. Voilà. Et je crois que les solutions vont passer. Le bracelet électronique, tout ça, ça ne marchera pas, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, non, mais ce qui se passe, c'est que le bracelet, si tu veux, il peut y avoir un traceur, un truc, qui leur permet, une puce, qui leur permettrait de savoir comment ça évolue, tout ça, et de suivre le truc. Ouais, mais comment suivre 70 millions de personnes en temps réel? Là, tu peux mettre une alarme qui sonne, mais après, il faut arrêter la personne, il faut la coffrer, après, on ne sait pas. Mais voilà, c'est pareil, c'est très facile de coffrer 1000 personnes d'un comité central. Tu vois, t'as
T'as les noms, tu les coffres, terminé. T'as les noms, ils se sont présentés, il y a eu un tour de table, ils se sont présentés, bon je vais dire redire, ils se sont présentés, ils ont dit où ils habitaient, on a leur adresse, on les coffre. Bon. Mais quand ces personnes, on coffre qui? Tu vois, on coffre qui? Ouais. C'est pour ça que en fait, le truc, c'est que c'est une intimidation, en fait. Oui, Et t'as raison. voilà, c'est une intimidation. Et ça permet au mieux de gérer la chose, en fait. Oui, c'est pour faire peur, mais il faut... C'est un espèce de jeu mental. Et alors, Comme tu dis, il faut essayer de réfléchir à nos peurs, d'où elles viennent, et essayer de relativiser, d'en faire quelque chose, tu vois. Et là, ce qu'on fait, de nos peurs, on a fait cette émission, c'est très bien, je trouve. Tu vois, on a transformé nos peurs en autre chose. Voilà, ça c'est très positif, je pense, c'est très important, justement, que tu aies fait ça. Oui. Tu vois, on a commenté nos peurs, là. Tu vois, on en a fait autre chose. Au lieu de dire on a peur, on a fait autre chose. Et ça, c'est déjà une victoire, quelque chose de très important, je pense, tu vois, pour nous et pour les autres. Ouais, je pense que ouais. Historique. Ouais. C'est un document historique. Vous Bah, avez écoute, ouais. que C'est tous les possible, autres hein. faire pendant le confinement, comment ils ont réagi. Là, t'as tous les psychiatres qui arrivent et qui disent oui. Tu vois? Ouais. Bah écoutez, on pourra peut-être en refaire d'autres, hein. Bah ouais, Là, ouais, pour cette fois-ci. c'est marrant. Pour cette fois-ci, si vous avez une conclusion à dire. Parce qu'on disait vraiment ce qu'on ressentait. Voilà, moi je. Ouais. Pierre Laporte parlait, t'es parti là. Suzy l'a un peu parlé au début. Ouais. Non, mais je vais l'appeler, là, je vais lui demander pourquoi il est parti. Ouais. Ok, bah les amis, bah peut-être à une prochaine, hein. Bah, à bientôt. Puis, Merci Alexis. Ça. Merci Sexy, merci Catherine. Hein. Merci à tous, merci à Géraldine, merci à Pierre Merechkowski, également à Pierre Labro et Paul Arden d'avoir participé. Voilà. Et à une prochaine. Bientôt. Merci Et on se revoit bientôt. Et on se revoit bientôt. À bientôt. Ça Salut marche. Géraldine. À bientôt.